Salut et bienvenue dans ce tutoriel où aujourd'hui je vous propose de découvrir comment créer un formulaire de contact en PHP. Alors je sais, les plus vieux d'entre vous me diront que ce tutoriel existait déjà sur le site, mais je tenais tout simplement à le refaire parce que ce tuto date maintenant de 2 ans et du coup je souhaitais le montrer avec des technologies un petit peu plus actuelles et aussi avec de meilleures pratiques au niveau du code. Donc ce tutoriel, on va le décomposer en deux petites parties. Dans une première partie, on va faire le code en fait, un petit peu comme il arrive. Et dans une seconde partie, on va chercher à optimiser en créant des classes. Donc si vous êtes débutant, la première partie devrait vous suffire. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez suivre les deux parties ou directement aller à la seconde. Alors, le principe de cette vidéo va pas beaucoup changer. Un formulaire de contact, c'est pas très original. On va avoir au total trois champs. Un champ nom, un champ qui va permettre à l'utilisateur d'indiquer son email. C'est à lui, comme ça on pourra lui répondre évidemment. Et enfin, un dernier champ, message. On verra ensuite comment rajouter un champ select qui permettra par exemple de choisir le service que l'on souhaite contacter. Et suivant le service que l'on souhaite contacter, ça enverra le mail à différentes personnes. Alors, on est parti. Donc pour créer ce formulaire de contact, on va avoir besoin de deux choses. Tout d'abord, on va avoir besoin d'un formulaire, donc c'est la partie où les gens vont insérer leurs données, et on aura besoin d'une seconde partie qui va se charger de traiter les données, vérifier s'il y a des problèmes, et évidemment d'envoyer le mail. Donc avant de continuer, je tiens à préciser aussi que vous ne pouvez pas envoyer de mail en local. Donc si vous avez par exemple WAMP ou MAMP ou n'importe quoi en local sur votre machine, par défaut en général, si vous utilisez la fonction mail de PHP, le mail ne va pas partir parce que vous n'avez pas de configuration pour envoyer des mails. Donc assurez-vous, avant de commencer cette vidéo, ça vous évitera de chercher des bugs là où il n'y en a pas, que vous êtes capable d'envoyer des mails. Donc vous pouvez chercher sur Google, il y a des techniques pour utiliser des serveurs SMTP pour envoyer via WAMP ou autre. Voilà, donc assurez-vous d'être capable d'envoyer des mails ou faites directement votre test sur un serveur mutualisé. Alors, on va commencer ici par créer notre formulaire. Donc, moi ici, j'ai commencé à utiliser le Twitter Bootstrap. Non pas que j'adore le style visuel du truc, mais parce que ça me permettra d'avoir déjà une organisation assez cohérente des formulaires. Alors, on va créer nos différents champs. Donc, pour créer notre formulaire, on va avoir besoin de deux balises importantes. La première, c'est la balise forme. Donc, la balise forme nous permettra d'indiquer qu'on est dans un formulaire. Donc, cette balise prend plusieurs attributs. Un premier attribut qui est l'action, c'est-à-dire vers où on va diriger notre page. Donc lorsque l'on va envoyer les informations, ça va envoyer vers une page qui va se charger de traiter les données. Donc moi, cette page n'existe pas encore, mais je vais l'appeler contact.php. Alors si votre fichier qui permet d'afficher la page contact s'appelle déjà contact, vous pouvez l'appeler post contact ou ce que vous voulez. Voilà, donc nous on va juste l'appeler post underscore contact. Et ensuite, on choisit la méthode. Alors la méthode, il y en a deux. C'est get ou post. Get, c'est les arguments vont être envoyés par l'URL. Donc vous aurez un truc comme ça qui ressemblera à point d'interrogation Q égale ou point d'interrogation et une série de paramètres. Donc ça, c'est utile lorsque vous voulez que les gens copient l'URL. Par exemple, si vous faites un formulaire de recherche, ça peut être intéressant de copier l'URL qui en ressort pour ensuite l'envoyer à quelqu'un d'autre. Nous, dans notre cas, le formulaire de contact, évidemment, on ne souhaite pas qu'il soit envoyé. Donc, on utilisera la méthode post. Alors, on va commencer par créer un premier champ qui contiendra le nom. Donc, je vais respecter ici le style global de Twitter Bootstrap. C'est pas très compliqué. On a une div qui va avoir la classe form-group. Et à l'intérieur, on va avoir d'une part notre label. Donc, on va mettre juste un label ici. On va mettre votre nom. Suivi de mon champ. Donc au niveau du champ, on va préciser que c'est un champ de type texte. Donc on a différents types possibles, mais pour avoir juste un champ de texte, c'est type texte. Ensuite, on doit préciser un nom. Donc le name, ça va être le nom de la variable qui va être envoyée. Donc ici, vous pouvez l'appeler vraiment comme vous voulez. Il ne faut pas qu'il y ait d'espace à l'intérieur, c'est la seule condition. Après, moi ce que je vous conseille, c'est de choisir une convention et de vous y coller. C'est-à-dire que moi, je vais prendre la convention de tout nommer en anglais. Donc le champ name, je vais l'appeler name. Je pourrais l'appeler first name si c'est le prénom et ainsi de suite. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, ça peut être tout à fait acceptable. Dans ce cas-là, vous choisissez de nommer vos champs en français. Mais ce qui est important, c'est que vous gardez cette convention pour que lorsque vous réfléchissez à comment j'ai appelé ce champ-là, vous n'ayez même pas à re-regarder votre code. Donc moi ici, je choisis de l'appeler name. Et après, on peut y mettre des classes et le reste, c'est assez classique. Donc là, ça va être la classe form control pour correspondre à Twitter Bootstrap. Donc déjà, si j'actualise la page, on va voir que j'ai maintenant mon petit champ. Alors au passage, ce champ-là, on a besoin de le relier au label.
parce que lorsqu'on clique sur le label, on peut faire en sorte qu'automatiquement ça soit ce champ qui est sélectionné, ce qui est plutôt pratique. Donc pour que ça fonctionne, il faut donner à notre champ un ID. Donc nous on va l'appeler input name. Et on va donner à notre label un attribut for qui sera l'ID de notre champ. Bon, c'est un petit peu chiant à écrire, je ne vous le cache pas, mais après ça permet d'avoir un formulaire un petit peu plus accessible. Vous voyez que dès qu'on clique sur le label, automatiquement ça va sélectionner ce champ-là, ce qui est plutôt cool. Et on va dupliquer ce champ-là pour avoir le champ qui va permettre de rentrer son email. Alors je vais y faire un petit peu de mise en page en utilisant un système de grilles. Donc on va mettre une div qui est la classe row, et là on va mettre un call-medium de 6 colonnes. Comme ça, on aura nos formulaires qui seront l'un à côté de l'autre. Donc là, je duplique mon code et on va faire la même chose pour notre email. Donc ici, on va mettre votre email. On va laisser un champ de type texte. On verra qu'on pourra le changer un petit peu plus tard. Et au niveau du name, on met cette fois-ci email. Et on change aussi l'ID et l'attribut for pour mettre input email. Donc là, comme ça, hop, j'ai mon champ votre nom et votre email. D'ailleurs, hop, on va changer juste la classe. Voilà, pour que ça soit callXS. Voilà, pour que ça soit mieux aligné. Donc là, on a nos deux champs et on va finir par le dernier champ qui est le text area. Donc c'est toujours la même chose. Donc là, ça sera une callXS12, vu qu'on veut que le champ prenne toute la taille qui lui est allouée. On entoure ça d'une div qui est la classe formGroup. Et on met toujours notre label. Donc au niveau du label, on va choisir input, donc ça sera content ou message. Alors là, vous choisissez de l'appeler comme vous voulez. Bon allez, on va mettre message et ce sera votre message. Et ensuite, on crée notre petit text area. Donc le text area fonctionne un petit peu différemment de l'input. Il faut tout simplement créer une balise ouvrante et fermante et à l'intérieur, on y met notre code. Et on va lui donner un ID qui est input message et évidemment un name pour que les données soient passées au niveau du formulaire. Et enfin, on finit par le dernier élément qui est tout simplement notre bouton d'envoi. Sinon, on ne pourra pas envoyer le formulaire, ce qui est un petit peu gênant. Donc là, hop, on l'écrit ici. Button, donc de type submit. Et on choisit à l'intérieur le texte que l'on veut y mettre, envoyer. Alors vous allez trouver deux façons d'écrire ce champ-là. On retrouve aussi cette façon-là, un input de type submit. Et si on veut mettre du texte à l'intérieur, en fait on met value égale envoyer. Alors pourquoi on préfère maintenant utiliser le button? Tout simplement parce que si jamais vous avez des icônes à mettre et que vous voulez utiliser des balises à l'intérieur, c'est plus pratique d'avoir une balise ouvrante et fermante plutôt que d'avoir les infos dans l'attribut. Voilà, donc c'est un petit peu plus simple après pour le style. Et on va lui mettre la classe btn et btn-primary. Donc je sauvegarde et si maintenant j'actualise, je vois que j'ai mon formulaire qui fonctionne plutôt bien. Si ce n'est que, hop, mon champ là n'a pas la bonne classe, c'est la classe form control. Donc maintenant l'idée c'est de remplir ces informations là, donc on va être as et on va envoyer. Donc forcément dès que je me retrouve sur cette page post-contact, j'ai une erreur parce qu'il ne la connaît pas. Donc ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais aller la créer. Donc dans ce fichier post-contact, ce que l'on va faire, c'est qu'on va gérer le traitement des données. Donc là, la première chose que l'on doit faire, c'est récupérer les données qui ont été postées. Donc toutes les données qui ont été postées, on peut y accéder en faisant un var dump de $_post. Et juste avant, on n'oublie pas d'ouvrir la balise PHP. Donc là, si je fais ça, automatiquement, je verrai l'ensemble des informations qui ont été postées. Donc on voit que ça correspond au nom de mes différents champs. Donc là, ce que l'on va faire, c'est que directement, on va pouvoir envoyer le mail à partir des champs qui ont été postés. Donc là, on va faire un mail très très simple. On utilise la fonction mail. Donc d'abord, on doit préciser qui c'est qui envoie le mail. Donc d'abord, on doit préciser à qui on envoie le mail. Donc la personne à qui on envoie le mail, ça va être par exemple test ou contact@local.dev. Donc là, évidemment, vous mettez un mail qui est capable de recevoir les emails. Sinon, ça risque de ne pas fonctionner. En second, on doit mettre le sujet de notre mail. Donc le sujet, on va mettre formulaire de contact. En troisième paramètre, le message. Donc là, c'est directement ce que l'on va récupérer depuis l'URL, depuis les données qui ont été postées. Alors moi, je trouve ça un peu chiant d'avoir comme ça les variables. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une variable. Donc
Donc on est parti, $message égale $_post de message. Voilà, vous voyez, c'est comme ça, après ça sera un petit peu plus clair à utiliser dans la fonction. Donc là, on met directement $message. Ensuite, on peut rajouter en quatrième paramètre des headers. Donc des headers permettront de rajouter des arguments à notre mail. Donc un header qui est plutôt sympa, c'est le header from qui permet d'indiquer qui c'est qui a envoyé le mail. Donc nous, on va faire en sorte que l'email fasse semblant de venir de lui. Donc là, hop, on met $headers égale from et de qui c'est censé partir. Donc pour l'instant, on va mettre test ou site@local.dev. Pourquoi je ne mets pas directement l'email que je reçois là? Parce que vous voyez qu'il n'est pas bien formaté. Du coup, lorsque je vais envoyer le mail, ça va provoquer un problème. Voilà, donc là, j'ai fait mon système. On va l'essayer tout de suite. Donc, j'actualise la page, je ressoumets les informations, je vois que je n'ai pas d'erreur. Et si je regarde au niveau de ma boîte mail, je vois que j'ai bien mon formulaire de contact qui se trouve ici. D'ailleurs, hop, je vais nettoyer tous les mails. Mais voilà, vous voyez que ça fonctionne bien. Mais le problème, c'est que si on m'envoie des données un petit peu bidons, c'est pas idéal. On va avoir besoin de vérifier que chaque donnée qui a été postée convient et respecte ce que l'on attendait. Donc on va créer une première variable, errors, qui sera un tableau vide. Alors si vous n'avez pas les dernières versions de PHP, pour créer un tableau, vous pouvez aussi utiliser cette fonction-là. Les deux sont équivalents. Moi, pour gagner un petit peu en clarté, je préfère utiliser la notation en crochet. Et l'idée, c'est de vérifier chaque champ et au fur et à mesure de rajouter dans ce tableau d'erreurs les différentes erreurs que l'on rencontre. À la fin, si ce tableau est vide, c'est qu'on n'a pas eu d'erreur. Si ce tableau est rempli avec une ou plusieurs valeurs, c'est qu'on a eu des erreurs et on doit s'arrêter. Donc on va commencer par exemple par le nom. En effet, si par exemple quelqu'un a essayé d'accéder à cette page-là, vous voyez qu'il y a une erreur parce que lorsque vous faites $_post message, il dit non mais moi je ne connais pas $_post message, le message il n'existe pas. Parce que $_post est vide. Vu que j'ai actualisé la page sans resoumettre les informations, lui il ne connaît pas ça. Donc il va falloir faire ces vérifications-là. Donc on est parti. If différent de i7. Donc si cette variable n'existe pas, on peut aussi utiliser array qui existe. À vous de voir ce que vous souhaitez. L'autre solution, ça serait de faire array qui existe. Donc la clé c'est message dans le tableau $_post. Bon, on va rester sur celle-là. Je pense que c'est la plus logique. Donc, si cette clé n'existe pas, donc là, c'était dans le cas du nom, ou qu'elle est vide, donc ou que $_post name est vide, égal du vide, dans ce cas-là, on va dire qu'il y a une erreur au niveau de ce champ-là. Donc, ce sera errors. Notre champ, c'est name, et on va dire vous n'avez pas, alors on met des doubles quotes pour éviter de se prendre la tête, vous n'avez pas renseigner votre nom. Et si vous avez suivi, on va dupliquer cette chose-là aussi pour l'email. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait un email et on s'attend à ce que l'email ne soit pas vide. Et si jamais on a une erreur, on dira vous n'avez pas renseigné votre email. Et on fait un duplicata pour le dernier code qui sera le message. Donc, une fois qu'on a fini ici, on va débugger les valeurs pour vérifier un petit peu comment elles se présentent. Donc on va faire un vardum de errors et on va mettre un die juste après. Donc si j'actualise, je vois que j'ai une erreur au niveau de tous les champs parce que j'ai actualisé ma page sans envoyer des informations. Si je viens sur mon formulaire et que je laisse que le message vide, je vois bien qu'au niveau de mon tableau d'erreurs, j'ai seulement le message qui plante. Donc l'idée à ce moment-là, c'est de se dire s'il y a des erreurs, tu renvoies vers la page précédente. Donc là, if différent de empty mon tableau, errors. Dans ce cas-là, je redirige en faisant un header, location, et je renvoie vers la page précédente. Donc la page précédente, dans mon cas, c'était index.php. Sinon, donc ça veut dire que je n'ai pas d'erreur et je peux m'occuper de la seconde partie, qui est la partie traitement. Voilà. Donc le problème, c'est que si je fais ça, donc je soumets encore une fois mes informations, le message n'existant pas, je me suis fait rediriger vers cette page-là. Le problème, c'est que l'utilisateur, il n'a pas d'indication, il ne sait pas pourquoi il a été redirigé. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est lui envoyer les erreurs. Donc malheureusement, on est sur deux fichiers différents. Donc les deux fichiers ne partagent pas de variables. Donc ce que l'on peut faire,
c'est tout simplement utiliser la session. Donc là, dans la session, je vais stocker mes différentes erreurs. Donc on va faire un session start. Et ensuite, $_session, errors, et on lui envoie le tableau qui contient les erreurs. Donc je vais resoumettre des informations, je clique sur envoyer. Je vois bien que je suis redirigé ici. Donc ici, je vais avoir besoin de gérer l'affichage des erreurs. Donc je vais démarrer la session et vérifier si dans la session, j'ai un tableau d'erreurs. Donc on va se mettre ici et on est parti. Donc if, alors d'abord on va démarrer la session, sinon ça ne va pas marcher. Alors on ne peut pas la démarrer en plein milieu du code, il faut la démarrer au tout début de notre fichier. Donc au tout début de notre fichier, on va mettre... Donc au tout début de notre fichier, on va ouvrir PHP. On laisse vraiment aucun espace au-dessus. Hein. Là, vous voyez, mais c'est l'éditeur qui crée ça, mais il n'y a pas d'espace au-dessus. Et là, on fait session _start. Donc ensuite, au niveau de notre système, on a juste à vérifier si dans la session, on a des erreurs. Donc, if array _key _exist. Donc la clé, c'est le errors dans le tableau de la session. Dans ce cas-là, on va afficher les différentes erreurs. Donc on va les afficher en utilisant le Twitter Bootstrap. Donc il y a des... Donc là, hop, on met un petit if comme ça sera un petit peu plus simple à présenter. Un div. Et pour afficher les erreurs, on va créer une div qui est la classe alert, alert-danger. Si ça sera en rouge comme ça, hein, parce que c'est vraiment une erreur. Et on va afficher les différents messages. Donc pour les afficher, vu que là, session errors, ça sera forcément un tableau, ce que l'on va faire, c'est qu'on va utiliser la fonction implode pour pouvoir avoir une simple chaîne de caractères. Donc on fera un echo. Donc ça sera implode. On va mettre des petits BR, ou même vous pouvez choisir de mettre des petits LI. Bon, allez, on va mettre des BR, on va pas se prendre la tête. Et on va afficher les erreurs. Session errors. Par contre, une fois qu'on les a affichées, ces erreurs-là, il va falloir les supprimer. Parce que si jamais donc la personne revient sur le formulaire, elle voit ici son erreur. Si elle actualise la page, l'erreur reste en place. C'est pas pratique parce que si jamais on resoumet des informations et qu'on se plante pas, ça va rester tout le temps, ce qui est pas idéal. Donc dès qu'on l'aura affiché, c'est-à-dire juste après cet affichage là, on va défaire et on va supprimer les erreurs. Donc on va faire un unset $_session de errors. Comme ça, l'erreur n'est affichée qu'une seule fois. Donc si maintenant j'actualise, je vois que l'erreur apparaît une fois puis disparaît. Si je me trompe sur deux champs, je vois que j'ai les deux erreurs, ce qui est plutôt sympa au niveau du retour. Après, évidemment, on pourrait améliorer en mettant des erreurs au niveau des formulaires, mais ça, c'est pas très compliqué, il faut juste rajouter 3 tonnes de conditions. Alors, un autre petit détail, c'est la partie email. La partie email, pour l'instant, je n'ai seulement vérifié que cet email, il n'était pas vide. J'ai besoin de vérifier que cet email est valide, donc on peut rajouter une autre fonction. Alors, il y a deux façons de faire. Soit on fait une expression régulière bien chiante, mais il faut savoir que PHP intègre directement un validateur d'email, ce qui est plutôt cool. C'est filter _var, qui vous permet de filtrer, en fait, si vous cherchez sur php.net, hop, ça vous permet de filtrer et normalement il y a tout un tas de constantes, hop, voilà, qui sont en fait des gros entiers qui vous permettent de vérifier différents formats. Et si vous regardez, vous avez cet entier-là qui permet de valider directement les emails, ce qui est plutôt intéressant. Donc on va directement utiliser ce filtre-là. Donc filter var fonctionne de la manière suivante. En premier paramètre, on lui envoie la variable à valider. Donc nous, notre variable à valider, c'est $_post email. Et en second paramètre, un entier qui désigne tout simplement le filtre à utiliser. Donc nous, c'est ce filtre-là. Donc là, vous mettez directement le nom de la constante, il n'y a pas de $ à mettre devant ou quoi que ce soit. Donc si jamais c'est différent de filter var, c'est-à-dire que cette variable n'est pas un email. Donc maintenant, on va faire un petit essai, histoire de s'assurer que ça fonctionne bien. Et là, je vais mettre as. Et on mettra, vous n'avez pas renseigné un email valide. Je clique sur envoyer et vous voyez que j'ai cette erreur là. Sauf que je me suis gouré. Voilà, c'était un email valide à cet endroit là.
Alors au passage, je vois quelque chose de relativement chiant, c'est qu'à chaque fois je perds mes données. Si je soumets ces informations, je suis redirigé vers le formulaire et mes données ont été effacées. Ce qui peut être assez frustrant si quelqu'un a écrit un long message et du coup il perdrait tout. Donc ce qu'on va faire, c'est encore une fois utiliser les sessions. Par exemple, dans la session, on va sauvegarder tous les champs qui ont été renseignés. Donc, par exemple, ça sera, ici on va l'appeler input, ou inputs comme vous voulez, et on mettra les données qui ont été postées, $_post. Ensuite, comme ça va être transphasé au niveau de cette page-là, et donc dans notre champ, on va pouvoir directement dire, alors hop, je vais resoumettre les informations histoire que la session soit créée. Voilà, donc si vous voulez, même pour vous aider, hein, n'hésitez pas à faire ce genre de choses. Ce que vous pouvez faire, c'est, hop, après ce formulaire-là, mettre un H2 debug. Alors ça sera plutôt, oui non, ce sera là, debug, et juste après, on va mettre un echo vardump de $_session. Alors je peux faire ce vardump, il n'y a pas de problème parce que le session start a été fait en début de fichier. Et vous voyez que dans mon debug, je vois bien les différents champs. Donc là, au niveau de notre formulaire, ça commence à être un petit peu étroit au niveau de l'écran. Voilà, il faut juste faire value égale et directement afficher session, inputs et name. Mais attention, ça n'est pas forcément défini, donc il faudra vérifier avant, est-ce que ça existe? Donc là, on va pouvoir ajouter, une petite condition. Donc on peut utiliser plusieurs choses. Nous, on va faire un petit peu de ternaire. Je suis désolé si vous n'êtes pas fan, mais c'est faire un iset de ça. Donc si ça, c'est défini, dans ce cas-là, on affiche l'information. Sinon, on affiche du vide. Il n'y a pas vraiment d'autre solution. C'est le plus court qu'on puisse faire là actuellement. Après, on verra comment améliorer ça avec un code un petit peu plus propre. Donc, on va copier ce petit bout et on va le dupliquer partout. Donc, on fait la même chose lorsqu'on a l'email qui a été posté. On fait la même chose pour le champ qui était le champ message. Alors, sauf que là, ça sera directement dans le text area. Hop. Et sans la partie value, évidemment. Donc là, ça sera name et ça sera message. Donc si j'actualise la page, automatiquement les données sont postées. Et à la fin de mon formulaire, donc tout en bas de ma page, on va le mettre ici, je vais nettoyer la session. Donc je vais défaire en fait les inputs et la partie où je défaisais les erreurs, je vais aussi la dupliquer et la mettre en bas. Voilà. Comme ça permet d'avoir le nettoyage qui se fait toujours tout en bas. Et après, on est bon. Voilà. Donc là, j'ai mon système qui marche. Je vois que si j'actualise la page, les données sont automatiquement effacées. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Juste un petit guillemet qui se met parce qu'au niveau du texte area, je l'ai laissé. Mais on a notre système de formulaire qui est déjà très très fonctionnel. Je vais pouvoir mettre mon nom. Donc je mets mon nom. Je mets mon mail. Donc là, ça sera contact@dest.fr. Et je mets mon petit message. J'envoie mes données. Je vois que je suis bloqué sur la page post-contact, c'est très très bien. Et si je regarde au niveau de mes mails, je vois bien que j'ai reçu ce petit mail là. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est ici gérer l'affichage de message de succès. Donc vous avez plusieurs manières de faire ça. La manière la plus simple, ce serait de rediriger sur la page de formulaire. Donc là, on va le faire juste après. Header, location, .index.php. Par contre, il va falloir indiquer à l'utilisateur que tout s'est bien passé. Donc ce qu'on peut imaginer, c'est de stocker dans la session $_session success et mettre ici 1. Au niveau de notre page index.php, on va faire un petit peu la même chose qu'au niveau des erreurs. C'est que si la clé success existe, donc si cette clé existe dans la session, automatiquement on met alert success et on met à l'intérieur notre petit message qui indique votre email nous est bien parvenu. Alors, je suis désolé, je suis pas foutu de savoir comment on l'écrit. Votre email a bien été envoyé. Voilà, moi je prends moins de risques. Et ça permettra à l'utilisateur de savoir que tout s'est bien passé. Et à la fin, on n'oublie pas de faire un unset pour supprimer si jamais on a eu des erreurs. Donc, pour supprimer cette information, pour éviter qu'elle reste affichée tout le temps. Donc si
je réactualise la page, je ressoumets les informations, ça renvoie un email et je reviens sur cette page-là. Je vois que je reviens sans message, tout simplement parce que le session start n'avait pas été fait dans la seconde condition. Donc je vais plutôt le faire globalement vu que j'en ai besoin à la fois pour le if et pour le else. Je vais resoumettre des informations. D'abord, on soumet n'importe quoi. Hein. Je clique sur envoyer et je vois qu'ici j'ai bien votre email a bien été envoyé et je vois que le succès est à 1. Si j'actualise la page, le message de succès disparaît parce qu'on a bien le unset qui finit à cet endroit-là. Donc là, on a créé notre premier formulaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un champ parce que je sais que vous me le demandez assez souvent. C'est un champ qui va permettre à l'utilisateur de choisir le service qu'il souhaite contacter. Alors, donc là, c'est pas plus compliqué. On va juste diminuer la largeur de ces colonnes pour en caler une troisième. Et on utilisera un select. Donc on est parti, div qui est la classe call-xs-4. On a ensuite une div qui est la classe form-group. Et à l'intérieur, on va avoir notre label. Donc ce sera pour l'input service. Et le label, ça sera le service ou service que vous souhaitez contacter. Bon, vous mettez ce que vous voulez. Donc là, il faudra utiliser un champ. Non pas de type texte ou un input, mais plutôt un select qui permettra de sélectionner plusieurs informations. Donc select, on lui donne un nom, donc là ça sera service, ce sera le nom de la variable, et au niveau de l'id, on va mettre tout simplement, et au niveau de l'id, on met input service. Ensuite, dans nos select, on va préciser les différentes options. Donc une première option, ça va être contact, une seconde option, ça sera dépannage, et par exemple si on veut contacter un meilleur dépanneur, on peut directement appeler Emmerdinger. Donc là l'idée c'est que pour chaque valeur on va préciser dans les options la valeur que ça va prendre, parce que la variable service ici on ne sait pas encore quelle valeur elle va prendre. Donc un premier réflexe, ça serait au niveau des options de mettre un value et de dire ici ça serait contact@test.fr, et on récupérerait ça dans un second temps au niveau de la partie post-contact. Alors ça, c'est quelque chose que l'on va éviter. Pourquoi? Parce que si quelqu'un scanne votre code HTML, il va directement être capable de lire vos emails. Et évidemment, à moins que vous aimiez recevoir des pubs sur du Viagra, c'est pas quelque chose d'idéal. Donc ce que l'on va faire, c'est plutôt mettre des clés. Donc par exemple ici, ça sera 1. Donc ça, je choisis ça arbitrairement, 2 et 3. Même, allez, pour éviter de se prendre la tête, on va mettre 0, 1 et 2. Donc ensuite, au niveau de notre partie traitement, on va créer un tableau qui contient les différents emails capables de recevoir des emails. Donc on va l'appeler emails avec un S. C'est un tableau qui contient en premier donc l'adresse de contact, ça sera contact@local.dev. On aura ensuite l'adresse de dépannage, dépannage@local.dev. Et ensuite emmerdinger@local.dev. On va avoir besoin de vérifier que cette donnée corresponde bien, c'est soit 0, soit 1, soit 2. Donc là, on va mettre if array underscore key existe. Donc la clé, c'est le service à contacter, existe dans $_post. Et ensuite, on doit vérifier si effectivement on a un service qui correspond. Donc pour cela, on utilisera la fonction iset. Donc, dans les emails, l'email qui correspond au service que j'ai demandé. Voilà, donc je sais que ça fait beaucoup de conditions et beaucoup de parenthèses, mais normalement c'est bon. Donc là, il y a le iset qui s'ouvre là. 3 parenthèses fermantes. Alors il me dit qu'il y a un problème. Ouais, ici c'est un crochet. Voilà, donc on a double crochet. Donc globalement, si je rentre 0, emails de 0, ça fera contact@local.dev. Si par exemple la personne modifie le formulaire et met 60, quand ça fera email de 60, ça ne trouvera rien. Du coup, ça renverra quelque chose de faux. Et du coup, on rentrera dans notre erreur. Donc errors, service, égale le service que vous demandez n'existe pas. Et je mets des doubles quotes parce que j'ai la flemme d'échapper les simples quotes. Voilà. Ensuite, lorsque l'on va envoyer notre formulaire, on choisissait de l'envoyer arbitrairement à contact@local.dev. Ça, on va le changer. Et on va directement mettre emails de $_post
Et là, c'était service. Voilà. Ensuite, aussi au niveau du from, on va devoir le changer. On va avoir besoin de récupérer l'information que l'on a postée dans le formulaire. Donc ici, on met une concaténation $_post email. Et formulaire de contact, on peut même mettre le nom de la personne, et hop, on va mettre $_post name. Bon, au final, j'ai voulu économiser le message, mais je crois qu'on a aussi vite fait de le mettre là. Hein. Je suis désolé. Voilà. Donc si voilà, tout me semble plutôt correct, on va faire un petit essai. Donc j'actualise la page, je vois que j'ai maintenant ce champ-là. On va lui donner la classe, la fameuse classe de Twitter Bootstrap pour qu'il ait une jolie apparence. La classe form control. Voilà, donc je vais actualiser. Donc je rentre mon nom, je rentre mon email, je choisis le service, donc on va appeler Merdinger, et je choisis mon message. Je clique sur envoyer. On me dit que l'email n'est pas valide, contact@test.fr. Je reclique sur envoyer. Les données sont bien vidées, mon message a bien été envoyé. Si je regarde au niveau de mes emails, je vois qu'il est parti de contact@test.fr, c'est ce que je voulais. Et je vois que je l'ai reçu sur local.dev. Alors c'est parce que lorsque j'ai soumis les informations et que je me suis planté, la valeur sélectionnée n'a pas été remise sur la bonne version. Alors si on voudrait faire ça proprement, ça serait pas propre du tout, et vous allez le voir que c'est assez chiant. On serait obligé de faire un petit peu ce que l'on a fait là, mais en fait de rajouter plusieurs conditions. En fait, ça serait, si on veut sélectionner cette valeur là, il faut mettre selected ici. Si je mets selected et que j'actualise, je vois que ça sélectionne directement dépannage. Donc là, il faut faire selected, donc vérifier que cette variable existe, donc c'est $_session inputs de message de service. Donc si ça existe, et en plus que $_session de inputs, vous voyez où je veux en venir, hein, service égal le service qui est demandé, donc 1. Dans ce cas-là, je mets selected. Donc je vais pas le faire parce qu'on verra dans l'approche objet comment on peut écrire ça beaucoup plus simplement, mais voilà, c'est comme ça qu'il faudrait faire si vous voulez automatiquement sélectionner. Donc on va refaire un essai, je mets n'importe quoi partout, et ici je choisis Emerdinger cette fois-ci, je clique sur envoyer, et dans mes mails je vois bien que c'est Emerdinger qui est utilisé. Donc là, on a bien notre système qui permet de sélectionner notre service. Si par exemple quelqu'un de très mal intentionné venait à changer cette information là, par exemple il change la value pour mettre ici 17, ou même un chiffre qui n'existe pas, on va vérifier si on capte bien l'erreur. Donc on remet des informations qui sont correctes, sauf l'information qui contient le service, et je clique sur envoyer. Alors j'ai pas eu d'erreur, tout simplement parce qu'ici j'ai mis un et alors que ça devrait être un ou. Voilà. Alors faites bien attention quand vous écrivez votre code. Bon, moi je le fais en parlant, donc forcément j'y réfléchis moins bien. Mais voilà. Donc là, on va refaire un essai. Donc je suis méchant et super mal intentionné. Je vais changer le numéro de service et on va remettre 17. Donc là, c'est la partie contact 17. Donc je change une fois pour vérifier que ça soit bien pris en compte et je clique sur envoyer. Et là, je vois bien qu'on me dit le service que vous avez demandé n'existe pas. Donc notre formulaire fonctionne. Alors, un autre petit point, c'est la partie validation. Donc là, on a fait la validation côté PHP, mais il faut savoir que vous pouvez gérer la validation côté HTML. Donc vous avez deux niveaux de validation, soit des validations classiques, soit des validations un petit peu plus poussées avec par exemple l'utilisation de modules jQuery. Donc il faut savoir que déjà l'HTML5 vous permet de mettre en place un premier système de validation qui vous permettra d'éviter que l'utilisateur soumette des informations erronées. Alors attention, je tiens bien à insister sur ce point-là, ces validations sont facultatives. Il faut savoir que l'utilisateur pouvant tricher sur son formulaire, il ne faut pas faire entièrement confiance à ces validations-là. Elles permettent juste aux visiteurs d'avoir un meilleur retour et d'éviter de devoir attendre d'envoyer les données pour vérifier que des choses sont fausses. En revanche, ça ne vous dispense absolument pas, et j'insiste sur ce point, c'est pas parce que vous avez une validation HTML que vous ne devez pas faire de validation PHP. Donc là, on a d'abord mis en place cette validation, on est sûr qu'elle fonctionne, elle filtre bien les données. Maintenant, on peut gérer la partie et mettre une surcouche. Donc globalement, au niveau des attributs HTML, on peut mettre required sur les champs. Donc si vous mettez required sur les champs de type texte, ça demandera automatiquement que ce champ soit rempli. Donc on peut aussi le mettre sur les textes area. Donc on va le mettre sur les différents champs.
et ça permet d'empêcher la soumission de formulaires erronés. Si je clique sur envoyer, vous voyez qu'on me dit automatiquement veuillez remplir ce champ. Sur l'email, de la même façon, on peut mettre ici un input non pas de type texte mais de type email. Donc ça permet de valider automatiquement l'email. Si je mets n'importe quoi et que je clique sur envoyer, automatiquement il va me demander que l'email soit valide. Donc ça permet déjà d'avoir un premier retour pour l'utilisateur sans qu'il envoie vos données. Donc ça peut être intéressant. Voilà, donc c'était juste cette petite aparté là. Si ensuite vous voulez mettre en place des validations un petit peu plus poussées avec des meilleurs retours visuels, là il faudra utiliser des plugins jQuery ou carrément créer vous-même votre propre librairie de validation. Ça sort un petit peu du cadre vu que c'est du JavaScript et je préfère traiter cette partie là dans peut-être une seconde vidéo ou une vidéo spécifiquement dédiée aux validations. Donc là on va se contenter déjà de ce que l'on a mis en place qui est déjà, vous l'avez vu, plutôt pas mal. Donc on va passer à l'autre partie, l'autre partie qui est la partie optimisation. Donc là on a fait un petit peu les choses à la route, c'est-à-dire que j'ai codé les choses au fur et à mesure qu'elles venaient. Je l'ai fait volontairement pour qu'on essaie de comprendre la logique qu'il y a derrière le traitement. Le problème c'est que on a fait beaucoup de code qui est répétitif. Vous voyez cette partie-là est très répétitive. Cette partie-là pareil, elle est très répétitive. Donc c'est un petit peu chiant. Donc ce que l'on va faire, c'est on va séparer, on va essayer d'optimiser ça. On va utiliser peut-être des objets ou carrément des fonctions. Donc la première chose à faire, c'est au niveau de notre fichier, dès le début, on va inclure un fichier qui va servir un petit peu à charger tout le bordel. Donc on est parti, include, on va l'appeler inc.php. Et on va mettre un underscore devant. Alors là, vous pouvez faire comme vous voulez. Évidemment, on peut faire 100 fois mieux, mais c'est pour éviter de le confondre avec les autres. Vu qu'il y a un underscore devant et inc comme include, voilà, qui chargera de faire les include. Donc ce fichier n'existe pas, je vais le créer tout de suite. Et à l'intérieur, on va mettre du PHP. Et je ne ferme pas PHP. Vous avez dû remarquer que je le ferme rarement quand j'ai un fichier avec que du PHP. Je fais ça pour éviter d'oublier des espaces. Si vous fermez et que vous laissez 2-3 espaces après, vous n'allez pas vous en rendre compte et du coup, lorsque vous faites des header location ou des session start, ça va planter. Donc de ne pas fermer PHP permet ça. Par contre, évidemment, vous devez le fermer si après vous avez du code HTML. Hein. Donc nous, à cet endroit-là, on fera un session start. Et ensuite, on est parti. Donc on voyait qu'un truc qui était un petit peu chiant, c'est d'écrire tout ce formulaire-là. Au final, qu'est-ce qui change? On a le nom du champ, qui définit l'idée et tout ça. Et après, on a le label. On a besoin que de ces deux informations. Ça serait bien d'avoir un truc qui permet de générer le code. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer une petite classe qu'on va appeler form qui va permettre de générer un formulaire. Alors pourquoi on fait des classes? Parce que ça va nous permettre de mieux nous organiser et par exemple d'injecter des données. Donc on va aller créer un nouveau dossier, donc nouveau directory qu'on va appeler classe, qui va contenir nos différentes classes. Et on va créer un nouveau fichier qui sera une classe PHP qu'on va appeler form. Vous pouvez évidemment ne pas être d'accord avec moi et l'appeler autrement, mais moi je trouve que form c'est plutôt sympa. Donc dans cette classe, on va créer une fonction public function qui va s'appeler input et qui permettra, on lui passera en deux paramètres. Donc d'abord ça sera le nom du champ, donc on va mettre name et ensuite le label. Et cette fonction, elle fera ni plus ni moins que ce que l'on avait ici. Donc on est parti, pom pom pom. Et elle returnera tout ça. Donc on fait return et hop, on ouvre les guillemets là et on les ferme là. Donc évidemment, il y a tous les guillemets là qui posent problème. Alors je vais tous les sélectionner et on va les échapper avec un anti-slash devant. On a cette partie là qu'on va supprimer aussi. Hop. Voilà, et qu'on va traiter un petit peu plus en amont. Donc maintenant, cette classe étant créée, on va pouvoir l'utiliser dans notre fichier. Donc dans notre fichier. Donc la première chose à faire, c'est de l'inclure. Donc on fait require class slash, donc ici c'est form.php. Donc maintenant elle est inclue. Au niveau de notre système, ici on va pouvoir l'initialiser. On est parti, on va mettre du PHP, on va mettre $form égale new form, on l'a initialisé. Et maintenant on peut l'utiliser. Donc là, plutôt que de s'embêter à faire tout ce charabia là, on fait directement echo $form input et on va mettre le nom du champ. Donc le nom du champ, ça sera name et ensuite ça sera votre nom. Si j'actualise ma page, je vois que j'obtiens le même résultat et j'ai un code qui est plus concis et plus facile à comprendre.
Alors par contre, input, ça n'a pas été un nom malin parce que j'ai d'autres champs. J'ai par exemple un champ de type email ici. Donc là, à ce niveau-là, on va pas mettre input, mais plutôt texte. Pour dire c'est un champ de type texte. Donc là, on est parti, texte. Ensuite, on va faire la même chose, mais ce sera pour l'email. Donc là, on va imaginer qu'on aura une fonction email. Donc là, ce sera email, votre email. Ensuite, hop, on a le service. Donc ensuite, on a le service. Alors le service, on aimerait bien avoir. Donc là, on va faire les choses en inversé. Un truc qui s'appelle select. On mettrait le nom. Donc le nom, c'était service. On mettrait le label, service. Et on mettrait les options qu'on accepte. Contact, dépannage. Et ensuite, Emmerdinger. Voilà, ça serait... En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve ça un petit peu plus clair. En fait, on remplace du code HTML par du code PHP qui va générer ensuite du code HTML. Et enfin, le text area. Donc le text area, on ferait un truc comme ça. Forme, text area. Et on mettrait donc message et votre message. Et après, pour le bouton, ça sert à rien, hein. On peut rester sur ça. Si vous voulez le changer, vous pouvez imaginer une fonction form, submit, envoyer, qui générerait ce petit code HTML là. Donc c'est pour ça que je choisis ici d'utiliser Twitter Bootstrap. L'idée, c'est pas forcément d'utiliser systématiquement le Twitter Bootstrap, mais de garder toujours le même code HTML pour les formulaires. Comme ça, c'est plus cohérent. Donc là, comme je vous l'ai dit, on va avoir besoin de créer une autre fonction qui s'appelle email. Et dans cette fonction, on va juste changer l'input le type de l'input. Donc là, c'est pas idéal, on se répète beaucoup. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer une fonction qu'on va mettre en private, qui ne sera pas appelable depuis l'extérieur, qui va s'appeler linput, qui prend en premier paramètre le nom, en second paramètre le label, et en troisième paramètre le type. Ou même qui prendra le type en premier paramètre. Voilà, l'ordre des paramètres, c'est à vous de voir celui que vous estimez le plus logique, hein. Après, c'est de ne pas en changer toutes les 3 secondes. Et globalement, on va retourner directement ce code-là. Donc, ça sera une div qui aura la classe form-group. Le label, ça sera ce label. Par contre, ici, le type, il faudra injecter la variable. Donc, c'est $type. Ensuite, on a le name. Donc, le name, là, c'est $name. Ensuite, la classe est form-control. L'input, ça sera input suivi du nom du champ. Donc, c'est input $name. Et en value, pour l'instant, on ne met rien. Au niveau du label, pareil, on doit changer ce name là et mettre $name. Et on change le label en mettant $label. Vous voyez, je complète maintenant mes trous. Au niveau de mon champ de type texte, je mets directement return this input et j'appelle avec mon champ name et mon label. Sauf que je dois préciser en premier paramètre le type. Donc le type, c'est un champ de type texte. De la même façon, ici, je vais retourner un champ de type email. Voilà. Donc hop, si j'actualise, je vois que ça fonctionne bien, j'ai mes 2 champs là. Ici, machine pendule parce que select, il ne le connaît pas encore. Donc on va devoir le créer, public, function, select, name, label. Et ensuite, un troisième paramètre qui était les options. Donc là, ce champ-là, il va être trop différent de celui-là, on ne peut pas récupérer grand-chose, vu que toute cette partie-là va changer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer ce code-là. Voilà. Et on va devoir un petit peu plus travailler sur cette fonction-là. Alors, ici, on aura besoin de créer le select. Donc le select, c'est assez simple, ça sera un select. Select. Ensuite, on a le required, on s'en fout. Le type, on s'en fout. Le name, on ne s'en fout pas. Et après, la classe form-control, on la garde. L'id, on le garde, impeccable. Et voilà. Et ensuite, on ferme ce select. Sauf qu'à l'intérieur, on va avoir besoin de lui injecter les options. Donc là, on va créer une nouvelle variable qui s'appelle option. Option underscore HTML. Alors pourquoi je l'appelle option HTML? Pour éviter de la confondre avec option ici que j'ai mis à cet endroit-là. Et cette variable, on va devoir générer le code. Donc on est parti. $options HTML égale du vide. On parcourt nos différentes options. Donc on fait for each options as $k $v. Et pour chacune des options, on va rajouter dans notre variable options HTML notre balise. Donc on est parti, c'est option value
égale, on échappe les doubles quotes. Donc au niveau de la value, ça sera $K. C'est la clé en fait de notre tableau. Et au niveau de la valeur, ça sera $V. Options. Voilà. Donc vous voyez que le code n'est pas si compliqué. Et en fait, on incrémente notre variable options HTML. Du coup, à cet endroit-là, hop, j'aurai directement les différents selects. Alors après, évidemment, il faudra rajouter la condition sur choisir le bon élément qui est sélectionné par défaut. Mais là, pour l'instant, ça nous suffira comme c'est. Donc, au niveau de notre système, le select va fonctionner, le text area ne va pas fonctionner et le submit non plus. Donc, le submit, on va le créer, c'est assez simple. Public, function, submit, qui prend en paramètre la value ou le label. Ouais, label, ça me semble plus logique. Donc là, ça fera tout simplement un petit return de button de type égale submit et qui aura les classes btn et btn-primary et qui va avoir à l'intérieur notre petit label. Voilà. Et ensuite, on ferme notre petit bouton. Donc là, j'ai choisi des simples quotes parce que c'est sur une seule ligne, ça suffira. Et enfin, le dernier, c'est le text area. Donc on est parti. Public, function, text area, name, label. C'est un petit peu toujours la même chose, hein, vous voyez tous ces champs-là. Pour le text area, on va faire la même chose. On fait un petit return de this input, text area, name, label. Donc là, par contre, on va avoir besoin de changer. Donc je vais sauvegarder l'input dans une variable. Input égale ça. Et ensuite, je l'injecte à cet endroit-là, $input. Par contre, il faut faire attention, si jamais on a un type text area, donc on va mettre if $type égale text area, dans ce cas-là, hop, on utilisera un input différent. Donc ce sera $input égale text area qui est required. On pourra rajouter des clés pour demander est-ce que c'est required ou pas, mais là tout est required, donc on va laisser ça. Donc c'est pas de type, on a par contre un nom. Là on va dupliquer ce code-là, on va pas se prendre la tête. Voilà, poum poum poum. Donc on a un name, on ferme le text area. Et voilà. Sinon, hop, on met directement ça. Voilà, comme ça on a optimisé le code. Vous voyez que les fonctions s'appellent les unes les autres, ce qui permet de changer le code HTML rapidement, directement, en modifiant seulement cette fonction-là. Voilà, donc là ça me semble plutôt sympa. Alors il me dit qu'il y a une erreur. J'ai oublié un point virgule à cet endroit-là. Donc je vais actualiser ma page. Et je vois que j'ai bien mon formulaire. Je soumets des informations. Et je vais retirer la partie unset qui se situait tout en bas. Voilà, pour que les choses restent en place. Donc on est parti. Je soumets mes infos, je clique sur envoyer, j'ai des erreurs. D'ailleurs, c'est pas très pratique d'avoir les erreurs parce que j'aimerais bien soumettre en me plantant. Bon, alors on va faire un truc pas idéal. On va changer ici en champ de type texte et on envoie. Donc là, je vois que tout s'est bien passé et j'ai bien récupéré ces informations-là. Ce qui serait pas mal, c'est de gérer directement dans ma classe form la possibilité d'avoir les données qui se remplissent. Là, je vois que j'ai perdu cette fonctionnalité-là. Donc dans ma fonction, lorsque je fais ici un form, je vais injecter les données qui ont été postées. Donc c'est inputs. Donc ici on est parti, $_session inputs. Donc là, au niveau de mon formulaire, lorsque j'utilise la construction, je vais passer ce paramètre-là. Donc on est parti, public function __construct. Et en paramètre, on lui enverra des données. Alors attention, ces données sont facultatives. Donc par défaut, on dira que c'est un tableau vide. Voilà. Et ensuite, on les stocke au niveau de l'instance. Et histoire de se souvenir qu'on a cette variable data, on fait public. D'ailleurs, on n'aura pas besoin d'y accéder depuis l'extérieur. Donc on va plutôt la mettre en private. Private data égale un tableau vide. Donc si j'actualise ma page, je vois ça n'a pas changé à ce niveau-là. Sauf que maintenant, je pourrais utiliser data. Donc là, au niveau de mon input, je vais vérifier est-ce que j'ai la value. Donc en faisant value égale du vide. Et if isEt $this data de mon name, dans ce cas-là, hop, je vais pouvoir récupérer la valeur en faisant value égale this data hop, de mon name.
Donc là, c'est $name hein, et non pas name, la chaîne de caractères. Et après, dans mes champs, alors ça serait plutôt du coup à faire en amont, ça serait plutôt à cet endroit-là qu'il faudrait le faire. Dans mes champs, ici, au niveau de mon texte area, je peux insérer la valeur. Et au niveau de mon input, ici, c'est en value, je peux insérer ma valeur aussi. Ce qui me permettra automatiquement de récupérer les informations. Si jamais je soumets le formulaire ou que j'actualise le formulaire sans rien envoyer, vous voyez que je tombe sur une petite erreur. Il me dit que input s'il ne le connaît pas. Tout simplement, à cet endroit-là, lorsque je lui injecte les informations, donc c'est au niveau de ma partie index.php, je vais vérifier évidemment que ça existe. Donc on va mettre... Voilà, c'est ici. On va vérifier que ça existe. Sinon, ça ne sert à rien d'y envoyer des données. Donc, on fait i7. Donc, si ça définit, hop, on les injecte. Sinon, on fait ça. Alors, ça, c'est une première solution. Une autre solution serait de se dire, mais ce que je peux faire, c'est ce que tu fais ici, le mettre directement dans forme. Mais le problème, c'est que du coup, on aurait forme qui dépendrait de la session. Là, l'idéal, c'est quand même de garder les choses les plus indépendantes possibles. Donc, l'idée, c'est d'injecter depuis l'extérieur carrément les données. Comme ça, on a vraiment cette classe qui peut être utilisée n'importe où. Si j'ai envie de créer un formulaire et d'injecter les données que j'ai récupérées depuis une base de données, je peux le faire. Donc là, l'autre petit problème, c'est que si je tape Emmerdinger et que je clique sur envoyer, il va me gaver avec cet email là. Si je clique sur envoyer, forcément, je vais perdre Emmerdinger. Donc là, je vais aussi prendre en compte ce système de valeurs. Donc on est parti. Donc c'était dans ma classe, ma super classe form. Hop, hop, hop. Je vais changer mon select. Et là, dire tout simplement de rajouter l'attribut selected. On va mettre $selected par défaut, c'est du vide. On va récupérer cette fonction-là. Donc vous voyez que cette fonction-là, je suis sur le point de la dupliquer. Donc là, je la duplique. Et dès que je duplique un truc, c'est pas bon. Donc ce qu'on va faire, c'est plutôt se créer une fonction private qu'on va appeler getValue. On lui passe en paramètre le nom et ça me retourne la valeur. Hop, et j'ai oublié d'écrire function. Je suis complètement à la ramasse. Alors, vous voyez que ça peut paraître con de créer des petites fonctions comme ça, mais ça permet au final d'économiser du code. Donc là, dès que je veux value, j'ai plus qu'à faire this getValue de name. This. Et c'est cette fonction qui va s'occuper de tout le bordel. Voilà. Donc au niveau de mon select, c'est pareil. Je vais mettre la value, je vais la récupérer ici. Value égale this getValue de mon name. Donc le champ par défaut ne sera pas sélectionné, mais si si la value est égale à la valeur qui est censée être dans le champ, donc c'est $k, dans ce cas-là, $selected, ça sera égal à selected. Et maintenant, au niveau de mon système, je peux mettre $selected. On va faire maintenant un petit essai. Alors, un petit essai, hop, en haut il me chie une petite pendule parce que j'ai oublié de faire un petit return de la valeur. Voilà, return de this data. Et sinon, je return du vide. Ouais, je peux optimiser, vu que j'ai séparé le code, voilà, on va optimiser comme ça. Donc si j'actualise, je vois qu'automatiquement ça sélectionne Emmerdinger. Si je clique sur dépannage, la prochaine fois que j'actualiserai ce formulaire, ça cliquerait sur dépannage. Je vais remettre du coup mon unset. C'était tout en bas de la page, donc là on n'a pas vraiment le choix. On va laisser ce unset $_session inputs. Et après les deux autres, je ne sais pas pourquoi je les ai supprimés, au final on va quand même en avoir besoin. Voilà. Et là par contre je vais faire un PHP parce que derrière on n'a rien. Donc si j'actualise, je vois que ça met bien ça, et si j'actualise à vide, ça laisse bien la première valeur par défaut. Donc tout mon système est en place et fonctionne correctement. Donc là, c'est une première classe. Alors, je l'ai faite un petit peu comme ça, là, un petit peu à la va-vite, mais vous voyez déjà qu'elle permet vraiment de gagner du temps. Et on a quelques méthodes qui nous permettent de générer ces formulaires et d'éviter de se prendre la tête. On peut imaginer, on va pas le faire là, mais on peut imaginer par exemple qu'on a un système qui permettrait d'afficher les erreurs directement dans les champs. Alors, on va pas le faire là, tout simplement parce que bon, c'est juste du code que l'on va écrire. L'idée, c'est de vous montrer comment déjà on peut décomposer. Après, si vous voulez l'améliorer, c'est à vous. Le tuto ne pourra jamais tout couvrir. Donc, si vous avez des besoins supplémentaires et spécifiques, il faudra vraiment les faire vous-même. Donc, l'autre partie qui était un petit peu chiante, c'était la partie traitement. Donc, ici, on va
juste plutôt que d'envoyer le mail ou faire quoi que ce soit, faire un var dump de errors et faire un petit die juste après. Donc au niveau de nos informations, on va soumettre les infos sans valider. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est que sur nos champs, on va retirer tous les required que j'ai mis pour pouvoir soumettre les informations de manière erronée. Donc là, c'était au niveau de notre champ, si c'était un type de... Voilà, required, on le retire, required, on le retire, et ça doit suffire. Donc j'actualise ma page, je clique sur envoyer. Au niveau de ma partie, j'ai ici mis un var dump et un die. Alors, je vois que ça, je me répète souvent. Donc, je vais me créer une petite fonction. Donc on va l'appeler dump and die. Function. On va l'appeler dd. Elle prend en paramètre une variable et elle fait tout simplement ce qu'on l'on fait depuis tout à l'heure. Un var dump de la variable suivi d'un petit die. Voilà, c'est dump and die. Et au niveau de notre système, on fait dd errors. Voilà, vous voyez qu'on gagne vraiment en lisibilité. Alors il me dit que dd ici ne le connaît pas, c'est normal parce que je n'ai pas inclus mon fichier include. Voilà, je vais y arriver. Forcément, du coup, la fonction dd, il ne la connaît pas. Donc là, ça fonctionne bien. Vous voyez que je récupère mes erreurs et que ça fait un die. J'ai une petite erreur concernant la session parce que la session start a été faite directement dans include. Donc je n'ai pas besoin de le refaire ici. Mais là, je vois aussi que j'ai un code qui se répète et qui est pas idéal. Donc ce qu'on va faire, c'est se créer encore une fois une petite classe pour valider les données. Donc on va l'appeler validator. Donc on est parti. Je crée une nouvelle classe en PHP qu'on va appeler validator. Donc cette classe, on lui enverra dans son constructeur les données. Donc, public function underscore construct, qui prendra en paramètre les données. Donc ça va être un petit peu comme le formulaire et qui les enverra au niveau de l'instance. Donc là, je vais un petit peu vite parce qu'on l'a déjà fait. Et directement, je la mets en haut en tant que private. Je n'aurai pas besoin d'y accéder depuis l'extérieur pour pouvoir me souvenir que j'ai ici un tableau qui contiendra les données. D'ailleurs, au niveau des données, par contre, on est obligé d'en avoir. Donc ici, je ne mets pas une valeur par défaut. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une première règle. Une première règle qui consistera à valider cette donnée-là. Donc là, notre système fonctionnerait de la manière suivante. Au niveau de notre système, on démarrerait notre nouvelle classe en faisant validator égale new validator. On lui enverrait en paramètre les données. Donc directement, les données peuvent venir de n'importe où, mais nous, dans notre cas, ça vient de $_post. Et ensuite, on ferait validator, hop, check. On mettrait en premier la règle. Donc ici, ça serait required. Ou plutôt d'abord le nom, name, et required. Et ça permettrait de vérifier que le nom soit bien requis. On ferait l'email qui serait required. On ferait que l'email soit de type email. On checkerait aussi que le message est requis, donc required. Et c'était tout. Et après peut-être service. Que service. Hop. Et dans le tableau, donc on va mettre in. Et en troisième paramètre, on lui enverrait le tableau qui serait ici les emails. Les clés des emails. Donc c'est array underscore key de emails. Voilà. Et à la fin, donc ça permettrait de se supprimer de tout ce code-là. Voilà. Et à la fin, on pourrait récupérer les erreurs en faisant validators ou validator errors. Voilà. Donc l'idée, c'est d'avoir un système qui fonctionne comme ça. Et ce truc-là, on va le sauvegarder dans les erreurs. Donc des errors. Ou même avoir une fonction qui s'appelle fail, par exemple. Mais errors, ça me va plutôt pas mal. Donc là, on fait ça. Si j'actualise ma page, ça va être la grosse panique. Hein. La classe validator, il n'y a rien qui connaît. Donc on est parti. On inclut la classe. Donc on va l'appeler validator. Si après on veut améliorer ça, on pourrait créer un autoloader. Mais pour l'instant, on va vraiment pas aller plus vite que la lumière. Donc la première chose, c'est de valider les données. Donc on voit qu'on a à chaque fois cette fonction de check. Donc on est parti, on va la créer. Public function check. Cette fonction prend trois paramètres. Donc d'abord un premier paramètre qui serait le nom du champ, un second paramètre qui serait la règle à utiliser, et un troisième paramètre qui serait les options facultatives.
Donc là, on a ensuite créé plusieurs règles de validation. Donc ces règles de validation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les séparer dans différentes fonctions. Donc on va créer une nouvelle fonction, public function validate underscore require. Alors pourquoi je préfixe par validate? Parce que si jamais j'ai des fonctions comme email par exemple, ça risque de rentrer en collision avec les fonctions natives de PHP. Pour éviter ce problème-là, je préfère les préfixer par validate. Puis lorsque j'ai regardé ma classe, ça me permet de séparer les fonctions de ma classe et les fonctions de validation. Ça prendra le nom et ensuite les différentes options. Ben là, il n'y en a pas, donc on va mettre directement juste le nom. Donc on va faire un petit essai. Donc dans le premier check, donc on va faire un petit essai. Ici, on va essayer d'appeler cette fonction en faisant donc $function ou validator. Ça sera validate suivi du nom de la règle. Donc pour appeler cette règle-là, on fera this validator et on l'appelle en lui passant en paramètre le nom. Et on lui passe aussi en second paramètre les options. Donc je vais essayer ça. Et dans cette fonction-là, on fera la même chose que ce que l'on faisait dans notre fonction basique. Donc on vérifie que cette clé existe dans les données. Donc c'est array underscore key underscore exist. Donc c'était dans this data. Donc si la clé, alors c'est si la clé existe. Alors pour que ça soit true, hein, on réfléchit, il faut que ça soit true. Il faut que la clé existe et que this data de $name ne soit différent de vide. Donc là, on va directement returner ça. Et là, dans le array qui existe, en premier paramètre, on va mettre la clé. C'est la clé qui existe dans this data. C'est ça, hein, c'est la clé qui existe dans le... Voilà, impeccable. Donc là, hop, je peux retourner directement ça. Donc à cet endroit-là, j'aurai true si ça a fonctionné et false sinon. Donc si ça fonctionne, if ça ne fonctionne pas, plutôt si ça ne fonctionne pas, si ça fonctionne, ben, tout va bien. Alors c'est dans le cas où ça ne fonctionne pas que ça m'intéresse. Ben, je vais mettre dans errors, donc j'ai besoin de stocker les erreurs pareil au niveau de l'instance. Donc je crée une nouvelle variable private, errors, qui est un tableau vide par défaut et qu'on va remplir en fait de données. Errors de $name. Et j'aurais bien besoin de lui passer l'erreur. Donc nous, on va générer les erreurs manuellement en me disant le champ $name n'a pas été rempli correctement. Alors là, c'est ma façon de faire. On peut imaginer, et je pense que ça serait une solution beaucoup plus viable, de passer en paramètre le message d'erreur affiché. Mais pour l'instant, on va rester sur cette solution-là. Donc si j'actualise en resoumettant les informations, j'ai un petit problème dans mon fichier inc. Ici, il me dit qu'il ne le connaît pas. Donc c'est validator. Voilà. Donc je réactualise en resoumettant les informations. Il me dit je n'arrive pas à appeler la fonction validate email. C'est tout à fait normal. Donc maintenant, on va créer l'autre fonction qui était validate email. Donc on est parti. Public function validate email. Qui prend en paramètre le nom. Pas de problème. Ça vérifie que la clé existe et que la clé, elle fait bien le filter var de thisData $name et c'était la validation, c'était filter underscore validate email. Ouais, ça me paraît pas mal. Donc je sauvegarde, j'actualise pour continuer à voir les bugs. Il y a le in qui fonctionne pas, donc ça c'est bon. Public. Donc là, on reduplique encore une fois notre code. Hop, hop, hop. Donc la fonction c'est validate in qui prendra en paramètre le name mais qui peut avoir un second paramètre qui sera les options. Donc nous on va le garder, c'est les options. Et là on fait un in array. C'est la valeur doit se trouver dans le tableau des clés qui est $ici options. Ou plutôt on va l'appeler key. Values. Bon, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, là, je vais un petit peu au plus vite. Et après, il me dit que errors, il ne la connaît pas. Donc, on va avoir la fonction errors qui, elle, se chargera tout simplement de faire un return de this errors. Alors, vous pouvez me dire pourquoi tu déclares pas la variable directement errors en public. Je pourrais tout à fait le faire, mais c'est mieux de toujours utiliser des méthodes parce que si jamais j'ai des traitements supplémentaires à faire, je pourrais le faire ici. Voilà, et ici, je mets errors directement la variable et non pas la fonction. Sinon, elle va s'appeler en boucle et ça va provoquer des problèmes. Là, je vois que ces erreurs sont vides.
Alors pourquoi? Parce que lorsque je rencontre une erreur, il faut non pas que je mette l'erreur directement là, mais directement dans This Errors. Et aussi que je mette le nom qui correspond à mon champ. Donc c'est $name. Donc hop. Donc hop, si j'actualise, je vois que j'ai les erreurs. Maintenant, j'ai ma petite classe qui me permet de générer et de gérer plus simplement les différentes validations. Voilà, donc là, hop, on peut directement mettre les erreurs à cet endroit-là. Voilà, ça permet de rendre le code un petit peu plus clair et d'optimiser en ayant des fonctions et des classes qui permettent de se charger chacun des systèmes. Donc là, c'est un début, je vous montre quelques exemples pour vous donner des idées. Après, vous n'êtes pas du tout obligé d'être d'accord avec ma façon de faire. Vous pouvez vous dire, moi je préfère utiliser des classes statiques, moi je préfère utiliser un système de validation où j'appelle directement les méthodes. À vous de voir. Moi, je fais ça par rapport à mon expérience et par rapport à ce que j'ai rencontré. Donc je suis très très influencé par ce que je rencontre. Mais si vous voulez partir dans une approche complètement différente, n'hésitez pas. Hein. C'est pas parce que GraphiCart ou c'est pas parce que je vous ai montré cette façon de faire que je vous donne la vérité absolue. Pas du tout. Donc là, l'idée, c'est de vous montrer aussi que faut pas avoir peur lorsque vous commencez à écrire du PHP, à vous dire, moi ben là, j'écris du code, c'est chiant à écrire. On l'a vu notamment au niveau des selects. C'était très très long à écrire si jamais je devais le faire. Donc ce qu'on peut commencer à faire, c'est commencer à se créer des fonctions pour optimiser les choses. Donc après, vous pouvez créer des fonctions qui optimisent juste des petits bouts. On peut voir que dans la validation, vous n'êtes pas obligé d'aller tout foutre en objet. Vous pouvez juste créer une fonction qui s'appellerait required et qui vous dirait si c'est bon ou pas. À vous de voir. C'est vraiment votre code. Hein, il ne faut pas hésiter à l'adapter à vos besoins et à ce que vous rencontrez. Donc là, on va faire un dernier petit essai. Hein. Du coup, on va essayer de soumettre les informations une dernière fois. Après, dans le reste de mon code, je ne vois pas 3 tonnes d'optimisation. On pourrait gérer les messages flash dans la session de manière un petit peu plus poussée, mais j'ai fait un tutoriel spécifiquement dédié dessus. Donc ça ne sert à rien ici d'aller non plus aller créer des classes pour le moindre truc. Qu'est-ce que je disais? On va retirer notre debug and die. C'est déjà fait. Donc on va resoumettre les informations. Je vois que je retourne bien avec les erreurs. Donc je vais mettre mon nom, on va essayer d'être sérieux ce coup-ci, mon email, donc on va mettre email@local.dev et on va mettre mon message, donc c'est message de test. Et là, au niveau du service que l'on souhaite contacter, c'est le service dépannage. Je clique sur envoyer, je vois bien que mon message a bien été envoyé et au niveau de mon email, j'ai bien local.dev. Donc tout mon système d'email fonctionne bien. Alors, si vous souhaitez lutter contre le spam, vous avez 2 solutions parce que votre formulaire, là, il est facilement attaquable. Quelqu'un qui renseigne aléatoirement, il va forcément arriver à envoyer du spam. Si vous voulez vous protéger du spam, ce que vous pouvez faire, alors c'est une petite solution, mais ça filtre pas 100% du spam, mais ça fait déjà un petit taf. C'est créer un champ vide en fait, qu'on créerait ici, de la forme texte. On l'appellerait check et par défaut il serait vide. Et l'idée, ça serait tout simplement de générer un truc à remplir à l'intérieur. Donc par exemple, vous pouvez mettre la date du jour ou ce que vous voulez en JavaScript et de vérifier ensuite dans votre validateur que cette donnée a bien été modifiée. Comme ça, un robot qui arrive, qui lui n'a pas le JavaScript activé, ne pourrait pas remplir ce champ-là. Une autre solution, c'est tout simplement de dire je veux que ce champ soit vide. Un robot étant un petit peu con, il va remplir tous les champs. Donc forcément, ce champ-là, il va le remplir aussi. Et après, vous le cachez en CSS parce que par défaut, si vous faites ça, tout le monde va le voir. Donc ce que vous pouvez faire, c'est le cacher ensuite en CSS. Et si jamais un robot arrive et qui remplit ce champ, vous savez que c'est un spam, quoi. Parce qu'un utilisateur normal n'aurait pas dû remplir ce champ-là. Donc là, après, au niveau des systèmes de spam, il y a des trucs un petit peu plus poussés. Vous pouvez utiliser Akismet, par exemple, aussi, qui va valider suivant les IP et compagnie. Vu que ça sort encore une fois du cadre de ce formulaire-là. Donc déjà, apprenez à mettre en place ce formulaire de contact. Une fois que vous allez avoir vos premiers spams, vous pouvez aller sur des choses un petit peu plus poussées pour voir comment vous pouvez lutter efficacement, en fait plus ou moins efficacement, contre le spam, en mettant par exemple des captcha ou autre. Voilà, donc moi personnellement j'utilise Akismet et j'ai déjà fait une vidéo dessus et ça filtre plutôt bien. Donc dans les premiers jours, effectivement, ça en laisse passer, mais au fur et à mesure que vous l'éduquez, entre guillemets, il se démerde plutôt bien. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. Donc n'hésitez pas à me dire si cette approche non-objet puis objet vous intéresse ou si vous pensez que je vais trop vite au niveau de la partie objet ou que ça mériterait d'être dans un tuto séparé. N'hésitez pas à me le dire, ça me permettra de mieux orienter les tutos qui sont comme ça à mi-chemin entre débutants et non débutants.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à les poster en commentaire ou à venir me voir sur IRC.